Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va essayer de discuter sur des possibilités pour qu'un serveur dans une application soit capable de distinguer quel utilisateur est en train d'y accéder. Donc dans notre scénario on va imaginer qu'on a un utilisateur qui s'appelle Bob, qui a un téléphone et un ordinateur portable, et une utilisatrice qui s'appelle Alice, qui a une tablette et un ordinateur de bureau. Donc le problème qu'on a en fait, c'est que le protocole que tout le monde utilise la plupart du temps sur internet pour se connecter à un serveur, c'est le protocole HTTP, et HTTP fonctionne en envoyant des requêtes et des réponses. Donc quand le serveur reçoit une requête HTTP, il a priori aucun moyen naturel à partir de juste HTTP et juste ce qui est spécifié dans le protocole, de savoir quel est l'utilisateur qui vient de se connecter. Donc en fait on a deux réponses auxquelles on veut essayer de répondre. La première, c'est qui est là, donc quel est l'utilisateur qui vient juste de se connecter au système. Et la deuxième, c'est est-ce que tu peux me prouver qui tu es. Et ça, on a l'habitude d'y répondre avec une solution relativement standard, qui est d'utiliser un identifiant et un mot de passe. Donc la première solution qu'on va regarder, c'est en fait la possibilité, à chaque fois que le périphérique, donc ici on imagine un téléphone cellulaire, se connecte à un serveur, donc quand il envoie une requête HTTP, il va envoyer l'identifiant de l'utilisateur, par exemple son courriel, et son mot de passe. Le serveur va donc savoir qui il est, va pouvoir faire la récupération de l'information qu'il doit lui envoyer, et renvoyer la réponse HTTP avec l'information qui doit apparaître maintenant sur le téléphone de l'utilisateur. Donc maintenant, à chaque fois que l'utilisateur va envoyer une requête, pour que le serveur puisse savoir qui est la personne qui envoie cette requête, il va falloir qu'il envoie l'identifiant. Et pour pouvoir prouver que c'est bien l'utilisateur en question, donc par exemple pour pas que votre voisin qui connaît votre identifiant sur Facebook puisse faire des j'aime à votre place, il va falloir à chaque fois envoyer le mot de passe pour prouver qu'on est bien l'utilisateur qu'on vient d'indiquer avec l'identifiant. Donc à chaque requête envoyée au serveur, on envoie l'identifiant pour indiquer qui on est, et on envoie le mot de passe pour prouver qu'on est bien la personne qui a le droit de faire cette manipulation. Et on peut imaginer faire ça pour toutes les interactions qu'on va avoir avec le serveur durant une session d'utilisation de l'application. Alors évidemment, le gros risque de cette solution, c'est de se faire intercepter le mot de passe. Alors il y a plusieurs endroits où on peut se faire intercepter le mot de passe. On peut imaginer qu'un pirate arrive à ouvrir un de ces paquets qui est parti au serveur avec l'identifiant et le mot de passe et va s'en servir, va réussir à l'ouvrir et donc récupérer le mot de passe. On peut aussi imaginer que le pirate va s'attaquer directement au périphérique. Parce qu'évidemment, comme à chaque fois on envoie l'identifiant et le mot de passe, il faut que ça soit stocké sur notre téléphone ici, et donc il faut que le téléphone, quelque part, garde votre mot de passe dans sa mémoire. Ça veut dire que quelqu'un qui récupérait votre téléphone pourrait potentiellement arriver à se rendre au stade où il arrive à aller chercher le mot de passe. Et pourquoi c'est dangereux de perdre un mot de passe? Parce que beaucoup d'utilisateurs utilisent les mêmes mots de passe, surtout si les mots de passe ont des contraintes de complexité élevées, pour d'autres services. Donc on pourrait imaginer que quelqu'un qui utilise quelque chose de relativement anodin comme un réseau social se retrouve à utiliser le même mot de passe pour un service bancaire et donc à perdre son argent parce que quelqu'un a réussi à l'intercepter sur un autre système. Donc c'est quoi la solution qu'on a à proposer à ça? Notre solution 2, c'est l'utilisation d'un jeton. Alors un jeton, on va voir ce que c'est, en fait c'est pas mal le sujet de cette vidéo. Jeton, ça veut aussi dire jetable, donc on va voir jusqu'à quel point c'est quelque chose qui est potentiellement moins essentiel de conserver pour l'utilisateur. Donc comment ça fonctionne? Alors, en fait, on va avoir notre périphérique qui va commencer par faire une demande de connexion. Donc ça, la plupart d'entre vous connaissez ce que c'est l'écran où on va taper notre login et notre mot de passe. Et ça va envoyer une requête au serveur. Et le serveur, à ce moment-là, ce qu'il va décider de faire, c'est de créer un jeton. Donc un jeton, c'est quelque chose qui va avoir une valeur un peu bizarre. On va y revenir tout à l'heure. Donc là, par exemple, on a imaginé que c'est X3, D majuscule, 5, YZ. Il va renvoyer ce jeton au périphérique de l'utilisateur. Et à partir de ce moment-là, l'utilisateur, au lieu d'envoyer l'identifiant et le mot de passe, va envoyer le jeton. Toutes les requêtes qui vont suivre vont envoyer le jeton. Et le serveur, lui, va se souvenir que cette valeur-là, donc X3, D5, YZ, bah par exemple ici, ça va correspondre à l'utilisateur qui s'appelle Joris pour une durée de 5 jours. Donc on va revenir dessus, mais on voit tout de suite le gros avantage.
Le gros avantage, c'est qu'au premier appel ici à la connexion, on a effectivement envoyé l'identifiant et le mot de passe. Mais à partir du moment où on a dépassé la connexion, la seule information qui va être envoyée au serveur, c'est le jeton. Et le jeton, c'est une valeur aléatoire qui n'est pas quelque chose que l'utilisateur a besoin de mémoriser. Donc si on perd ce jeton-là, ou qu'il est intercepté par un pirate, ou qu'on se rend compte que quelqu'un a eu accès au périphérique, on peut juste l'oublier. À partir de ce moment-là, ce jeton-là ne servira plus à identifier l'utilisateur. Et on ne se retrouve pas avec quelqu'un qui est obligé de réapprendre un mot de passe, et encore moins dans la situation où il se retrouverait à mettre en danger ses autres comptes sur les autres sites. Parce qu'évidemment, ce jeton-là, il n'est utilisé que pour le site qu'on est en train de programmer. Alors on va revenir rapidement sur les contraintes de base. Donc on se rappelle les deux grandes questions qu'on voulait adresser en fait avec ce système, c'est qui est là, donc jusqu'à quel point on peut identifier la personne, et peux-tu prouver qui tu es, donc jusqu'à quel point la personne est capable de nous prouver hors de tout doute son identité. Donc ça se retranscrit sur les contraintes au niveau du jeton. Parce que jusqu'ici on utilisait l'identifiant et le mot de passe, maintenant on utilise le jeton, donc le jeton doit couvrir toutes les mêmes propriétés. Donc il faut que le jeton soit relié au compte, donc il va falloir qu'on trouve un moyen au niveau du serveur de se souvenir qu'un jeton particulier, une valeur particulière correspond à un utilisateur particulier. Et il faut aussi s'assurer que le jeton est unique. Si on avait deux jetons avec la même valeur, quand quelqu'un nous l'envoie, on ne saurait pas quel est l'utilisateur qui est en train de nous parler, il pourrait y en avoir un ou deux. Donc il faut absolument s'assurer qu'au moment où on crée des jetons, la valeur qui va être envoyée est unique. La deuxième contrainte, c'est peux-tu prouver qui tu es? Et donc ce qu'on veut, c'est que le jeton, il doit être au moins aussi difficile à deviner qu'un mot de passe. Alors pour imaginer le cas contraire de ça, imaginons que les jetons, quand on les génère, on donne la valeur 1, 2, 3, 4, 5 dans l'ordre. On peut tout de suite savoir que si jamais moi je viens juste de me connecter, je reçois le jeton 4, je pourrais essayer d'envoyer des requêtes avec le jeton 4 et avec le jeton 3, et je serais presque sûr d'envoyer une requête comme l'utilisateur qui s'est connecté juste avant moi. Donc ça me permettrait relativement facilement de me faire passer pour des utilisateurs autres. Donc on va voir comment on fait pour adresser ce problème. Alors la génération de jetons, rapidement, ce que ça va être, c'est le détail de cette petite portion-là. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre le moment où on reçoit la demande de connexion et le moment où on renvoie la réponse avec le jeton. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va tirer des 0 et des 1 au hasard. On va en tirer énormément. Donc dans notre exemple ici, on va imaginer qu'on en tire 256. Donc on tire 256 fois à pile ou face, si vous voulez. Si c'est pile, on met un 0. Si c'est face, on met un 1. Ça va nous donner une très longue chaîne de 0 et de 1. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier dans la base de données que cette chaîne-là n'existe pas déjà dans les jetons que j'ai déjà créés avant. Donc une fois qu'on a vérifié ça, on sait qu'on a une très longue séquence de 0 et de 1 et qu'elle est unique dans ma base de données. Ensuite, on va, dans le même objet ici, rajouter l'identifiant de l'utilisateur. Donc dans cet exemple-là, par exemple ici, Alice. Et de manière plus ou moins optionnelle, mais la plupart des applications le font, donner une date d'expiration au jeton. Donc une fois qu'on va avoir calculé toutes ces informations-là, on va les mettre dans la base de données. Ce qui va se passer, c'est que la fois d'après, quand la personne va venir se connecter, on va aller regarder dans la base de données si c'est la même valeur que celle qu'elle nous a envoyée, et on saura tout de suite quel est l'utilisateur, et on saura tout de suite si notre jeton est valide. Alors pour revenir rapidement sur pourquoi 256, on va faire quelques petits calculs. Donc imaginons qu'on a une chaîne de 0 et de 1 de 256 de long. Ça nous donne 2 puissance 256 possibilités, donc valeurs de jetons différentes possibles sur 256 0 ou 1. Ça, pour que vous le représentiez, c'est à peu près la même chose que si vous écriviez un 1 suivi de 77 0. Donc on voit que c'est un très grand nombre. Et on peut faire l'hypothèse suivante. Imaginons qu'on a 10 milliards d'habitants qui ont accès à Internet et que chaque habitant aurait 10 jetons chaque. 10 jetons pour 10 périphériques différents. On se retrouverait à avoir une probabilité de deviner un jeton au hasard qui serait de 1 contre 8
suivi de 66 zéros. Autant dire qu'en fait, la probabilité pour arriver à deviner un jeton qui soit valide et qui corresponde à un compte utilisateur est extrêmement faible. Donc quelqu'un qui essaierait de deviner votre jeton a sans doute beaucoup plus de chances d'arriver à deviner votre mot de passe que de deviner un jeton. Donc pour que vous voyez, ça c'est la représentation en alpha décimal, donc avec des lettres et des chiffres majuscules et minuscules, d'une très longue séquence de 0 et de 1. Donc c'est ce type de valeur-là qu'on voit souvent quand on voit des films sur les hackers qui sont en train d'essayer de casser des codes cryptographiques. Donc qu'est-ce que ça nous donne au final? Bah en fait, si on reprend notre dessin initial où en fait on a Bob qui a 2 périphériques et Alice qui en a 2, on peut imaginer qu'en fait ce qui s'est passé c'est que Bob, quand il s'est connecté sur son téléphone, on lui a attribué un premier jeton qui commence par FQSIK. Et à partir de maintenant, le serveur qui lui a affecté s'est gardé en mémoire également le fait que c'est FQSIK. Pareil, si Bob s'est connecté avec un deuxième périphérique, ou même un deuxième navigateur dans le même périphérique, on lui a attribué un deuxième jeton. Et Alice a un jeton pour sa tablette et un jeton pour son ordinateur. Donc ce qui se passe maintenant, c'est que si jamais on a des requêtes qui arrivent de la part de Bob, de son client jusqu'au serveur, il n'a juste que maintenant à envoyer son jeton. Le serveur va regarder la valeur du jeton, va regarder s'il a une correspondance avec un utilisateur, et il saura tout de suite que c'est Bob, et il pourra lui envoyer les informations qui correspondent à son compte. De la même manière pour Alice, sur les 2 périphériques, on a le même fonctionnement. Mais on sait aussi que si on avait un utilisateur mal intentionné, donc par exemple un pirate qui se retrouve ici, il aurait quasiment aucune chance d'arriver à deviner un des jetons d'authentification au hasard. Et donc on se retrouve bien à avoir la capacité d'identifier les gens, mais aussi de les authentifier au sens où on empêche les accès à des utilisateurs mal intentionnés. Donc pour conclure cette vidéo, un jeton d'authentification, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est identifiant, donc qui est relié à un utilisateur, qui permet d'identifier la personne qui se connecte à un serveur. C'est quelque chose qui est authentifiant, donc qui nous prouve que c'est bien cette personne-là qui est en train de nous envoyer une requête et pas n'importe qui. Et ça, principalement, c'est dû au fait que c'est difficile à deviner. C'est moins pénible pour l'utilisateur si on doit le changer ou si on le perd. C'est pas mal le principe de départ, c'est d'essayer d'éviter de perdre le mot de passe de l'utilisateur, parce que la plupart du temps, un mot de passe, c'est long à mémoriser et à créer. Et ça doit être stocké sur le serveur, en plus des comptes utilisateurs, pour finalement obtenir cette première caractéristique, qui est le fait que l'identifiant, le jeton est identifiant pour notre utilisateur.